Bienvenue pour un nouveau Face au Presse Club, le dernier, on l'espère, en petit comité, puisque évidemment la jauge est tout à fait réduite. Merci aux quelques spectateurs qui ont fait l'effort de venir ici pour accueillir quand même un grand nom de la presse aujourd'hui. Et comme on a le sens de l'à-propos au Presse Club, en cette journée qui célèbre le 100e anniversaire de la radio, eh bien, on a invité un des grands noms de la télévision. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes effectivement le directeur de l'info de France Télévisions. Alors, un petit peu quand même, un petit peu homme de radio, je vais rappeler en quelques propos, en quelques dates, votre parcours. Vous êtes né en Normandie, à Lisieux, il y a 50 ans, cette année. Vous avez débuté la radio, d'ailleurs, à 17 ans, sur Cocktail FM, si mes informations sont bonnes. Diplômé ensuite de Sciences Po du CFJ, vous entrez à Europe 1 en 1994 comme rédacteur en chef, puis vous gravissez rapidement les échelons pour devenir rédacteur en chef de la matinale. 2006, vous partez pour aller diriger le numérique du Figaro, qui va devenir, sous votre impulsion, le premier site d'information de France, puis retour à Europe 1 en 2008 comme directeur de la rédaction, puis directeur général adjoint du numérique de la Gardère Interactive. En 2014, alors ça, moi je m'en souviens bien, puisque vous devenez le directeur de France Info, la radio, et vous allez d'ailleurs devoir mettre en œuvre, entre autres chantiers, mais celui-là était pas mal quand même, la collaboration pour le lancement de la chaîne France Info Télé, opérée par France Télévisions. 2017, vous remplacez chez Singer comme numéro 2 de Radio France. 2018, c'est l'éternel retour à Europe 1 comme vice-président. Et puis, un an après, patatras, en 2020, vous êtes nommé à France Télévisions comme patron de la chaîne France Info C'est dur à suivre. Hein. Puis, nommé directeur de l'info de France Télévisions. Donc, si on peut se résumer, c'est quelqu'un qui a du mal à quitter Europe 1, qui revient finalement assez régulièrement, là, terminé, et puis qui à chaque fois part d'Europe 1 pour aller s'aimer un petit peu partout. C'est quoi la maison dont vous vous sentez le plus proche, Laurent Guimier? Aujourd'hui, alors vous avez décrit effectivement beaucoup de mouvements, c'est le service public. C'est le service public audiovisuel. C'est France Télévisions, ma maison. Ça a été Radio France. C'est, vous savez, dans une carrière, j'ai 50 ans cette année, donc je ne peux pas dire que c'est un bilan, que c'est une étape. Enfin bon, ça fait un peu quelque chose. Vous verrez ça. On commence à peu près à voir où on a envie de continuer à creuser son sillon. Et voilà, c'est le service public aujourd'hui, le visuel, par la télé, par la radio. Parce qu'à France Télé, on fait aussi de la radio, hein, les premières, les médias d'outre-mer, donc tous les départements et territoires d'outre-mer, opèrent les radios locales. Donc je continue à aussi travailler, à faire de la radio. D'ailleurs, des outre-mer qui mixent la radio, la télévision et le numérique, comme on essaye de le faire sur France Info aussi. Mais alors, bon, évidemment, vous parlez du service public, c'est très différent, dans le fond. Vous avez connu les deux, vous avez connu Europe, vous avez connu Figaro, puis Radio France, puis France Télé. Ouais. C'est très différent, il y a une ambiance particulière dans le service public, ou une façon de faire différente. Alors, il y a des choses qui sont pas très différentes. On fait du journalisme avec des valeurs, avec des convictions, ça dépend du média dans lequel on se trouve. Après, la question de l'indépendance qui souvent se pose entre l'indépendance vis-à-vis d'un actionnaire, l'indépendance qui soit privée ou publique, ça c'est au journaliste de le décider. C'est au journaliste aussi de faire valoir, de faire savoir, lorsque cette indépendance est menacée, qu'on va trop loin. Et ça, dans le privé comme dans le public, j'ai vécu les deux, ça se dit, et ça se défend quand on est journaliste. Ce qu'on a dans le service public, qu'il n'y a pas dans le privé aujourd'hui, en tout cas sur le marché français, si je parle en termes économiques, c'est une capacité à se projeter dans le temps. C'est ce qu'on a vécu, et j'ai vécu aussi avec vous, vous le parliez, vous l'évoquiez lorsque j'étais à France Info Radio, c'est pouvoir se projeter, avoir une vision et avoir le temps pour développer des projets de longue haleine pendant 4, 5, 6 ans. Parfois, d'ailleurs, ils dépassent le mandat des présidents et des présidents. Mais pardon de vous le dire, Laurent Guimier, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans le privé,
On a plus de temps. Hein. Demandez à Nicolas Taverneau. Alors, demandez à Nicolas Taverneau, et à part Nicolas Taverneau, il y a beaucoup de patrons de médias qui sont depuis 15-20 ans à la tête de leurs médias. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont aujourd'hui, je parle sur le marché français, les reins assez solides pour imaginer de pouvoir projeter leur entreprise dans 5 ou 10 ans? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant que ça des médias aujourd'hui qui soient capables, qui aient, encore une fois, cette assise pour penser, pour avoir une vision. Dans le service public, on a nos qualités, nos défauts, on a nos contraintes, mais on a beaucoup de moyens, à nous de savoir mieux les utiliser sans doute, en travaillant peut-être plus, encore mieux ensemble qu'on ne le fait jusqu'à présent, mais on a ce temps pour, je pense, développer une vision. Cette question du temps, elle est essentielle, et je pense qu'elle paye, parce que si aujourd'hui le service public est aussi fort en radio et en télévision, c'est parce qu'il a le pouvoir, la capacité à projeter des valeurs sur le long terme, à lancer des émissions sur le long terme, à ne pas être totalement obsédé par une courbe d'audience, que ce soit en radio ou en télé. On l'a vécu en radio il y a quelques années, beaucoup de changements, les audiences ne donnent pas tout de suite des résultats, et bien on continue parce qu'on a la certitude de faire quelque chose de bien. Puis l'audience et la fidélisation vient. Et puis il y a une question de modèle économique aussi. Je vais énoncer une banalité totale, mais le rapport à la publicité et à l'insertion publicitaire, je vais le dire comme ça, a quand même complètement changé chez le téléspectateur ou l'auditeur. Moi-même, j'ai changé sur ces questions il y a une quinzaine d'années. Je pensais que ce n'était pas forcément quelque chose de rédhibitoire que de penser que la proportion des publiphobes elle est grandissante. En fait, elle grandit parce qu'aujourd'hui, la publicité dans les médias privés, d'abord, elle est de moins en moins présente au fur et à mesure que les modèles économiques payants par abonnement, plateforme, s'imposent dans le public. Donc, le contact au spot publicitaire est quelque chose qui va s'étioler dans le temps. Et donc, l'habitude de cette contrainte du spot publicitaire va diminuer chez le public au fur et à mesure que les générations vont grandir. Donc ça, c'est un basculement de modèle économique. Et puis après, c'est aussi à celles et ceux qui fabriquent la publicité et à nous, éditeurs, de faire en sorte qu'elle soit mieux insérée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans nos médias. Et en cela, bah, évidemment, il y a moins de publicité sur le service public que dans le privé. Et donc, je pense que c'est un avantage comparatif, comme dirait l'autre, qui va grandissant pour le service public. Alors, on parlait des contraintes, vous parliez de la publicité, vous avez connu des médias privés, le service public. Où est-ce qu'on est le plus libre? Parce qu'il y a la contrainte commerciale, puis on dit la contrainte politique dans le service public. Où est-ce qu'on est le plus libre aujourd'hui? Moi, je vous dis, la liberté, elle s'acquiert et elle se défend à l'échelle d'une rédaction, à l'échelle d'un groupe. Il n'y a pas de différence ou de barrière de tout temps qui serait posée où le degré de liberté serait différent entre public et privé. J'ai connu des médias privés indépendants. Alors, de ce que j'ai vécu du service public, j'ai toujours travaillé avec des présidents qui sont la clé de voûte de cette indépendance, qui ont posé l'indépendance comme quelque chose d'absolument cardinal. Ça veut dire que la pression, ça n'existe pas? C'est pas ça. La question, c'est de savoir résister aux pressions, aux encouragements. Et ça, c'est le métier de patron. Voilà, qu'on soit, ça commence quand on est rédacteur en chef. On a toujours d'amicale ou moins amicale pression. Il s'agit d'y résister. Il s'agit de relativiser les choses. Il s'agit évidemment de montrer en général que lorsqu'une pression s'exerce, la révélation de celle-ci sera plus dommageable pour le donneur d'ordre que de ne pas l'exercer. Mais encore une fois, en tout cas dans ce qui m'a été donné de vivre dans le privé et dans le public, je pense que c'est à un moment donné l'état d'une rédaction qui doit savoir dire non. Voilà, ces pressions, elles sont politiques, économiques, managériales, vécues. Et j'ai pu évaluer au long de mon parcours qu'une rédaction qui sait dire non, c'est le meilleur gage d'indépendance. Et ça n'a rien à voir avec le capital du média en question. C'est ça qui est important. C'est ça que moi j'essaye de chérir et qu'on travaille énormément à France Télévisions, où les rédactions sont très indépendantes, où elles savent dire non, dire oui, et où
construit quelque chose qui est assez fantastique. Alors, vous venez de dire le mot sur lequel j'avais une question. Les rédactions. Parce que France Télé, c'est une ou c'est plusieurs rédactions? Alors, France Télévisions, c'est une information nationale, hein, je dirige l'information nationale, qui repose sur 4 piliers. Ce que l'on appelle la rédaction nationale, qui est le fruit de la fusion, effectivement, au terme d'un processus d'une dizaine d'années, qui a été initié et opéré par mes prédécesseurs, je n'y suis pour rien, mais je m'en félicite, qui ont fusionné, on sent mal, hein, parce que c'est compliqué de fusionner. C'est pas fini. La fusion est terminée. Ouais, en revanche, dans les têtes. Mais c'est normal. Ah oui. Et je le dis d'ailleurs à mon actionnaire, je le dis à toutes les personnes qui m'interrogent là-dessus, dans tout phénomène de cette nature, lorsque vous rapprochez 2 entités, 2 entreprises, 2 rédactions, 2 directions ou sous-directions de tel ou tel ministère, que vous les fusionnez pour les meilleures raisons du monde, avec la meilleure volonté du monde, les histoires ne s'effacent pas. Et heureusement, lorsque vous êtes entré à France 2, voire à Antenne 2, à FR3, à France 3, il y a 20, 25 ou 30 ans, ça serait scandaleux, inhumain et pour le coup assez inquiétant de la part des intéressés s'ils se disaient bon, moi maintenant c'est fini, je pense mon passé n'existe pas. Enfin, on n'est pas dans une logique nord-coréenne. Hein. Enfin, je veux dire, et heureusement. Donc, il faut... J'ai interviewé les gens de chez Pernod Ricard qui m'ont raconté que 30 ans après la fusion entre Pernod et Ricard, il y avait toujours 2 familles qui ne se parlaient pas à l'intérieur de la boîte. Alors, ce n'est pas le cas à France Télévisions. Les équipes de la 2 et de la 3 se parlent, travaillent ensemble, parce que ce mouvement, alors très concrètement, hein, il y avait une rédaction à France 2, une rédaction à France 3, et donc il y avait un service politique de France 2, un service politique de France 3. Aujourd'hui, il y a un grand service politique de la rédaction nationale qui sert, qui travaille, et qui fait des reportages pour les éditions nationales de la 2 et de la 3. Ça, c'est la rédaction nationale qui travaille prioritairement pour les grandes éditions Télématin, 12, 13, 13h, 19h, 20h. On a 5 éditions nationales par jour à France Télévisions, et je tiens à le dire toujours parce que on a un peu l'impression que, voilà, on a le 13h, le 20h, non, on a le 12-13, le 13h, le 19-20 et le 20h, qui fait qu'au total, le nombre de téléspectateurs qui regardent ces éditions nationales est aujourd'hui ce qui nous permet de nous afficher comme le premier média d'information de ce pays à la télévision. Mais il n'y a pas que cette rédaction nationale. Il y a 3 autres piliers, comme je les appelle, qui sont extrêmement importants pour le projet. Il y a les magazines, tous les magazines de l'information de France Télévisions, envoyé spécial, complément d'enquête, bientôt affaires sensibles. Ça n'a même pas été externalisé, ça? Non, ce n'est pas externalisé. C'est-à-dire que magazine par magazine, il y a une rédaction, des rédactions qui sont une rédaction en complément d'enquête, une rédaction envoyé spécial, qui produit des reportages et qui aussi fait appel à des boîtes de production pour tourner des sujets et contribuer au magazine en question. Donc on est dans un modèle hybride de production qui donne des résultats intéressants parce que ça permet, avec des rédactions qui constituent le socle évidemment de chaque émission, la rédaction en chef, la présentation par définition, la rédaction en chef, et puis le cœur de la rédaction est à l'info de France Télévisions. Et puis ça n'empêche pas de s'ouvrir aussi sur l'extérieur, sur des idées, sur des projets et sur des profils qui peuvent venir passer une tête pour le temps d'une émission dans les magazines. Ça, c'est les magazines. Aussi 20h30 le dimanche, 20h30 le samedi, Laurent Delahousse, 13h15. Tous ces magazines sont à l'information et constituent vraiment quelque chose de très important. Troisième pilier, le numérique, le site franceinfo.fr. Fêtera ses 10 ans au mois de novembre prochain. Premier site aujourd'hui d'information. Premier site d'info, et qui, il y a 5 ans, a fait l'objet, était au cœur du travail entre Radio France et France Télévisions, puisque nous avons mixé et fusionné, alors là, purement et simplement, le site France Info de la radio et le site France Info de la télévision. Et donc cette plateforme aujourd'hui, qui agrège les contenus d'information chaude de la radio, de la télévision, avec une rédaction numérique basée à France Télé, qui travaille en coopération avec Radio France en permanence, et puis aussi qui accueille des contenus des régions, des rédactions régionales, des rédactions ultramarines, ce qui fait qu'on apporte effectivement beaucoup de choses avec beaucoup de moyens et je pense une satisfaction du public qui le manifeste parce que cette plateforme est numérique.
numéro 1. Et puis le quatrième pilier, c'est la chaîne de télé, France Info, qui est la dernière née, qui est née il y a 5 ans. Le 1er septembre prochain, la chaîne aura 5 ans. Et qui, alors elle aussi, se nourrit d'une coopération avec Radio France, sur certaines émissions, qui dispose d'une rédaction propre, et puis qui de plus en plus, depuis la rentrée dernière, depuis que j'ai pris mes fonctions, on essaye d'accélérer ce mouvement, profite aussi de ce qu'est cette immense rédaction qui est celle de France Télévisions, de ce rapprochement des rédactions de France Télévisions. Et aujourd'hui, des journalistes du service politique ou du service économie viennent sur la chaîne. C'est timide encore. Hein. C'est timide, mais je ne vais pas vous sortir les chiffres, monsieur Delagarde, pour vous confirmer ce que je vous dis. C'est encore marginal, mais ce qu'il faut regarder, comme dans toute question économique, c'est l'évolution. Ce n'est pas la base forcément. Et l'évolution est importante parce qu'au fond, c'est ce que je dis à tous les journalistes de toutes ces rédactions, de toutes ces entités. L'enjeu, ce n'est pas de fusionner pour fusionner. Le but n'est pas de faire des fusions-acquisitions et de ratiboiser tout le monde. L'idée, c'est que le terrain de jeu s'agrandisse. Que lorsque l'on est journaliste au service politique, on ait davantage la possibilité, lorsque le temps le permet, lorsque vous avez envie, la capacité d'apporter quelque chose, vous alliez aujourd'hui, en plus des éditions, à côté d'une édition, ou parfois à la place d'une édition, parce que le 20h, il est à 20h, parce qu'il se passe quelque chose à 22h, finalement, il y a une chaîne qui est toujours ouverte, 18 heures par jour, c'est France Info. On l'a vécu au moment des émeutes du Capitole, au mois de janvier dernier. Ce jour-là, Loïc Delamornay, qui était l'envoyé spécial de la rédaction, l'un des 2 correspondants avec Agnès Varagnan à Washington, par définition, le dernier discours de Trump s'est prolongé, mais ce qui s'est passé ce soir-là, c'est évidemment après le 20h, et Loïc Delamornay a contribué à France Info, et il se trouve, ça on parlait du public, du privé, et l'économie des chaînes info, vous la connaissez, elle est très très compliquée. Lorsqu'on est capable, et qu'on se débrouille, et qu'on arrive, et qu'on convainc aussi les rédactions de contribuer à la chaîne France Info, ce soir-là, la chaîne France Info Télé a été première chaîne d'info de France, parce que nous avions la capacité d'avoir un envoyé spécial sur le terrain, là où nos 3 concurrentes et amis n'en avaient pas. Donc l'objectif d'une chaîne info de service public, c'est aussi de montrer l'étendue des talents, des moyens que nous déployons. Demain soir, nous diffuserons, nous retransmettrons sur la chaîne le premier grand débat des régionales dans les Hauts-de-France que nous organisons sur France 3 Hauts-de-France, que nous allons diffuser aussi sur France Info. C'est un peu tout ça qu'on essaie de faire. Alors justement, vous parliez de cette actualité politique, dans 3 semaines des élections régionales, dans un peu moins d'un an d'élections présidentielles. Quand on est directeur de l'info à France Télévisions, on se dit quoi? Que c'est passionnant ou que c'est casse-gueule? Ou c'est les deux? On ne se pose pas la question. Moi, vous avez peut-être pensé que je suis langue de bois, je ne suis pas langue de bois. Moi, la première campagne présidentielle que j'ai couverte, c'est un peu le temps des commémorations aujourd'hui, on parle des 100 ans de la radio. C'est donc pour René Coty. Voilà, non, c'était en 95, la première fois que j'ai couvert, en tout cas en tant que professionnel, une présidentielle, c'était en 95. Celle depuis 88, je balbutiais, j'étais encore lycéen, mais enfin, on faisait de la politique. 95, élection de Jacques Chirac. Voilà, élection de Jacques Chirac. Et au fond, j'ai essayé de me souvenir, évidemment, j'étais reporter, je n'étais pas directeur d'info, mais il y a toujours un an avant, cette incertitude totale, cette idée que la campagne n'intéresse pas grand monde, que c'est bizarre, que le monde se regarde un peu en chien de faïence. Bon, ça, c'est le biorhythme de la vie politique qui fait qu'on est un peu dans ce marais préalable avant les élections. Donc vous me confirmez qu'il y a 25 ans, on disait déjà la politique, ça n'intéresse pas les gens. Alors je me souviens très précisément de quelques reportages que j'ai faits. Et alors il se trouve que j'étais allé faire un reportage dans ma ville natale. J'avais convaincu mon rédacteur en chef à Europa d'aller faire un reportage sur la campagne. Lisieux. Voilà, à Lisieux. Ah. Et ben, donc ça fait une nuit d'hôtel dans la poche là. Il y a presque... Non, parce que j'étais allé dormir chez papa-maman. Voilà, c'est pour ça. C'est ça. Les défraiements, voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Mais vous avez une vision très... Ah bah, vous savez, très comptable on est des voilà. Et moi, pas assez, visiblement. Donc voilà, j'avais fait un reportage précisément sur cet angle-là. Et c'est bizarre, la
campagne présidentielle n'intéresse personne, les gens parlent d'autre chose, et globalement, nous allons devant de gros tracas, civiquement parlant. Alors évidemment, aujourd'hui, dans un contexte totalement différent, je ne dis pas qu'on est comme en 95, mais bon, il faut toujours se méfier un peu de la façon dont on préjuge de ce que va être l'actualité. Effectivement, la période qui s'ouvre et la campagne présidentielle qui va commencer va se passer de toute façon d'ores et déjà très différente des précédentes, puisque là où quand même si en 1958 le général de Gaulle a plutôt pensé la Constitution, et les pères de cette Constitution l'ont pensé, et au moment de la réforme de 62, dans l'idée que les partis politiques devaient passer au second plan. Et là, aujourd'hui, les partis politiques... Alors, la réforme de 62, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Oui, oui, tout à fait. Bon, tout ça nous amène quand même à dire que tout est quand même réuni pour que des surprises se produisent au niveau du casting de cette élection. Mais on va nous suivre les choses comme on le fait toujours. Oui, alors justement, parce que la vision du directeur de l'info, elle est vachement importante. Parce que c'est pas la même chose de se dire, finalement, on va suivre cette élection présidentielle parce qu'il faut qu'on le fasse, parce que voilà, c'est notre rôle de service public, et puis, mais dans le fond, on a le sentiment que ça ne va pas intéresser grand monde. Ou en se disant, ça va être un moment absolument passionnant, et il faut faire vivre absolument ben voilà, l'atmosphère, les rebondissements. Ce que j'ai dit, c'est qu'un an avant, on a cette impression. Mais il faut se méfier de ce ressenti. Il est évident que la passion française pour la politique va forcément se réveiller. Passion qu'on imagine violente, rebelle, très abrasive et dure, comme l'est aujourd'hui l'état du débat politique dans ce pays. Mais nous, on va évidemment être là pour recueillir ce pouls des Français, essayer de développer, d'imaginer des choses. On travaille beaucoup en ce moment, on réfléchit beaucoup à cette façon de capter mieux que d'autres, mieux que quiconque, ce qui se passe réellement dans le pays, sans rappeler ce que je vous ai dit sur mes reportages, mais effectivement, c'est plutôt en étant en proximité au plus près des Français, plutôt que dans un bureau à Paris qu'on va sentir tout ça. Donc c'est tous ces dispositifs qu'on est en train de mettre en place, parce que ça va forcément se réveiller, monter, et puis parce que on sort quand même d'une séquence d'un quinquennat, et je ne parle pas de institutionnel, mais enfin de 5 ans, où les Français se sont beaucoup exprimés, ont beaucoup pleuré, ont beaucoup hurlé, ont beaucoup crié, et où l'état du débat aujourd'hui, tel qu'il est ressenti, peut faire craindre des choses violentes. Donc le rôle d'un service public, c'est d'essayer au mieux de restituer ce qu'est l'état du pays, et puis d'être, comme je le dis, c'est là-dessus que je fonde beaucoup du projet que nous sommes en train de mettre en place et de mettre en œuvre. Ça fait 9 mois que je suis à la tête de l'info, donc on a mûri tout ça, de nous définir comme une plateforme de la démocratie, c'est-à-dire des supports, des antennes, des supports numériques, des antennes télé, des radios dans les Outre-mer, où le débat est encore possible, où on est encore possible de s'écouter, même quand on n'est pas d'accord, de donner des arguments modérés, pondérés. Il ne s'agit pas de faire de l'eau tiède. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on a un peu l'impression que le débat modéré est synonyme de verveine. Enfin, c'est pas ça. C'est ça notre enjeu aujourd'hui. C'est de montrer que le débat, tout simplement, le débat contradictoire est encore possible. Et qu'il n'est pas forcément synonyme de hurlements, de cris, de confrontations stériles entre deux opinions qu'on imagine irréconciliables et qui font du buzz. Alors ça, c'est pour la philosophie générale. Ouais. En termes de dispositifs, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ou qu'est-ce que vous prévoyez? Il y aura une nouvelle émission politique, un nouveau dispositif, des équipes qui seront dédiées aux candidats? Comment est-ce que... Alors, on a l'organisation, j'allais dire, traditionnelle d'une élection présidentielle avec un service politique. C'est combien de personnes le service politique maintenant? Une vingtaine de personnes au service politique, un petit peu plus, qui aujourd'hui travaillent pour France 2, France 3, les émissions, aussi pour France Info, la télé, lorsque les émissions
spéciales lorsqu'ils viennent participer à l'émission. Et puis, il y a nos émissions politiques dédiées. Notre grande émission politique qui s'appelle Vous avez la parole, qui est présentée par Léa Salamé et Thomas Soto, à rythme, alors évidemment, qui s'accélère en année présidentielle. Et cette émission, évidemment, elle est le socle de ce que nous allons faire, de ce que nous allons produire dans la saison qui vient, parce que c'est une émission très importante sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui a beaucoup changé aussi au fil des mois, et qui, je pense, a trouvé un rythme et un format qui nous ressemble, qui ressemble à ce que j'imagine comme étant l'info politique du service public, c'est-à-dire la capacité, pendant 1h30, 2 heures, à recevoir un invité, à l'interviewer, à lui poser des questions, sans harcèlement, mais avec l'impertinence et la pertinence qui sied aux deux présentateurs de cette émission, et puis d'organiser aussi, comme nous le faisons depuis 2 numéros, une confrontation, un débat, un duel politique que nous avons un petit peu exhumé de l'histoire de la télé, hein, parce que les duels politiques en prime time, on avait plutôt tendance à penser que ça n'existait plus qu'entre les 2 tours de la présidentielle. On a réinstallé cette idée du débat contradictoire. Déjà, voilà. Mais là, le duel politique, le duel contradictoire, hors période électorale, c'est quelque chose qui, moi, m'a semblé, parce que j'ai ça dans ma rétine de téléspectateurs, et c'est quelque chose qui m'a semblé aujourd'hui important. Vous les intégrez à cette émission politique. Ils le sont, ouais. Ils le sont, ils le sont déjà. Est-ce que vous en rajoutez d'autres? Alors, justement, on réfléchit à ça. En fait, ce sur quoi on réfléchit, et sans entrer trop dans la cuisine, parce que l'idée n'est pas non plus de livrer nos secrets industriels, parce que nous sommes très regardés, oui, c'est normal, ils seront scrutés. Nicolas de Taverneau, si tu nous écoutes. Après, je vais énoncer une évidence, mais qui nous oblige à travailler, à se dire qu'aujourd'hui, quand on produit de l'info politique, en fait, il y a des tempos qui sont extraordinairement différents et des lieux qui se sont démultipliés. Des tempos différents, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 chaînes d'information télé, une grande chaîne d'information radio qui s'appelle France Info, et donc, à tout moment, 18 à 20 heures par jour, un politique, qu'il soit candidat, soutien ou autre, peut venir parler sur une chaîne. C'était quand même complètement différent il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait quelques chaînes d'information, mais ils ne disposaient pas d'un relais d'audience et d'une aura qui faisait que le politique pouvait venir à tout moment. Ça, et ça a profondément modifié les choses. Si nous-mêmes, sur France 2, France 3, nous n'intégrons pas ça, évidemment, il y a de fortes chances pour que, lorsqu'un politique veuille venir parler dans 24 heures ou 36 heures, ils choisissent d'aller sur une chaîne info plutôt que chez nous, même si la puissance d'audience, elle est dans les grandes émissions. 20 heures, 20 heures de France 2, c'est lui dont je parle, mais le 19-20 aussi, nous avons entre 3 et 6 millions, selon les émissions, 4 ou 6 de téléspectateurs qui viennent. Donc on travaille autour du 20 heures aussi à une meilleure capacité en année présidentielle à travailler et à accueillir des invités. On l'a fait il y a 3 semaines avec le Premier ministre Jean Castex qui est venu parler dans le 20 heures. C'est aussi, je pense, ce qui est important, hein, sur les 20 heures. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on annonce leur mort, leur disparition. On a aussi, il faut toujours se méfier. C'est vrai que les audiences elles n'ont jamais été aussi bonnes qu'en 2020. Hein. Les audiences, alors évidemment, on va dire. L'année particulière. Peut-être. Mais enfin, imaginez ce que vous auriez dit, ce que nous aurions dit si les audiences des 20 heures avaient légèrement baissé ou s'étaient même maintenues telles quelles. On va dire, c'est bien la preuve que maintenant les gens s'informent autrement. C'est toujours bien la preuve de quelque chose. Oui, mais là je reste factuel, en dépit du fait que du matin au soir, quand même, la plupart de nos concitoyens non journalistes, parce que là nous parlons entre journalistes, mais la plupart de nos concitoyens non journalistes n'ont jamais été autant au contact d'écran et donc d'informations, notamment en continu, d'informations numériques, qui ne l'ont été dans les années précédentes. Et en dépit de cela, il n'y a jamais eu autant de monde devant les 20 heures. Donc, il n'y a pas une cannibalisation, sinon les 20 heures auraient brutalement chuté il y a quelques années. Il n'y a pas de cannibalisation. Ça nous oblige, nous, à repenser nos 20 heures, à les faire évoluer. Mais le fait de se dire que tous les soirs, il y a un moment de communion journalistique, je ne sais pas comment on peut l'appeler comme ça, enfin où tout le monde se retrouve, ce qui fonde la télévision publique.
même très rassurant. Et c'est sur quoi nous continuons à travailler. Et pour le coup, les politiques le comprennent aussi. Parce que la deuxième chose qui a changé, je parle des lieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un politique peut avoir la tentation de se dire, entre mon compte Instagram, mon compte Twitter, ma chaîne Twitch, je vais toucher quand je veux des gens que je veux toucher. C'est ce que certains pensent. Oui, c'est ce que certains pensent. Jean-Luc Mélenchon, il est sur cette. Oui, alors, mais il vient aussi dans les médias. Donc, au total, c'est à nous d'intégrer ce paramètre, cette contrainte, et puis de voir de quelle manière on ne va pas, alors bêtement, jouer un match en se disant, bon, bah, s'ils sont sur Instagram, nous allons être aussi sur Instagram. Nous sommes déjà sur Instagram, mais on n'est pas en concurrence avec les politiques sur Instagram. Et deuxièmement, faire comprendre, je le dis systématiquement, qu'il faut remettre du journalisme, ou mettre du journalisme là où on pense qu'on n'en a plus besoin. Parce que la chaîne Instagram ou la chaîne Twitch, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose pour tous les candidats, tous les partis, et toutes les bulles politiques. Hein, et j'emploie le terme bulle à dessein. Remettre du journalisme, c'est justement faire éclater la bulle et faire en sorte, y compris pour un politique qui voudrait séduire un peu plus que son camp, d'attirer du public qui est celui du grand média, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême centre ou d'extrême droite, pour séduire. C'est donc plateforme de la démocratie. Se dire qu'à cet endroit, et nous c'est le service public, cet endroit qui est par définition neutre, objectif, et j'emploie plutôt le terme honnête, voilà, l'honnêteté journalistique, je pense que c'est une valeur voilà, qui est celle qui nous fonde. Non pas que je récuse le terme d'objectivité, mais les sujets à beaucoup de caution, d'interrogation, l'honnêteté. C'est bien, c'est un joli mot. L'honnêteté journalistique, c'est ce que nous essayons sur cette plateforme, encore une fois, de démontrer tous les jours. Un petit mot de la concurrence. On va parler des chaînes d'infos, mais l'actualité, c'est évidemment l'annonce quand même qui a surpris à peu près tout le monde, hein, de la fusion entre TF1 et M6. Qu'est-ce que ça change pour France Télévisions? Alors d'abord, comme l'a dit notre présidente Delphine Ernotte, c'est présidente bien aimée. C'est Delphine Ernotte qui m'a fait l'honneur de me nommer. C'est un bonheur pour moi de bosser avec elle tous les jours, parce qu'on parle on parle de quotidien et puis on parle aussi, à l'heure où tout bouge, de ça ensemble. C'est une bonne nouvelle en fait pour le paysage, parce que... Est-ce que vous ne faites pas de la langue de bois là? Pas du tout. Non, c'est une bonne nouvelle que, comme à peu près dans tous les grands marchés, si on parle de marché domestique en médias, il y a un grand acteur privé, un grand acteur public. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Et donc, cette complémentarité, cette concurrence, je pense qu'elle va être assainie et rendue encore plus féconde. Alors, vous allez penser que je suis langue de bois, je ne suis pas du tout. Parce que le grand acteur privé, vous êtes déjà avec TF1. Et vous avez un acteur privé qui va se renforcer avec l'absorption du deuxième acteur privé. Ça fait vraiment un mastodonte quand même. Bien sûr, ben c'est très bien d'avoir un mastodonte en face de soi. Ça nous incite à nous poser les bonnes questions. Ça nous incite à innover encore plus. Ça nous incite sur toutes les questions d'innovation, encore une fois, parce qu'on a le temps aussi pour nous. Je le redis, le temps, au moment où tout bouge, nous avons une capacité à développer une vision. Delphine Ernotte, à l'orée de son second mandat, une capacité et elle nous emmène dans les 5 ans qui viennent. C'est plutôt un atout pour nous d'avoir un paysage certes qui bouge, mais qui, au plan de l'organisation, va peut-être se stabiliser. Ce qui est sûr, si je projette les choses comme ça, c'est que si les choses ne bougeaient pas, parce que c'est ça quand même qu'il faut voir. Aujourd'hui, il y a un gros TF1 et un gros M6, enfin moins gros M6, mais enfin un gros TF1 et un gros M6. La question, c'est dans 10 ans, si les choses ne bougeaient pas, est-ce que TF1 était aussi gros? Est-ce que M6 était aussi gros? J'imagine que c'est ce qui a prévalu au fait que ces dirigeants se parlent et imaginent un destin commun. C'est ça qui est important, c'est de se dire, dans 10 ans, que seront les médias et comment faire en sorte que, entre radio, télé, numérique, on exprime des valeurs et pour le privé, on crée de la valeur.
au service des publics et des audiences. Donc c'est pas, franchement, je ne vois pas, mais là je le vois moi en tant que concurrent. Hein, je m'exprime évidemment au nom de personne d'autre que celle du service public qui assiste à ce mouvement de consolidation. Après, c'est un projet qui va prendre du temps pour des raisons réglementaires qu'on connaît. Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de faire travailler ensemble des entreprises et des équipes aux cultures très très différentes, c'est un bon projet managérial pour ceux qui... Bon courage à eux, quoi. Ouais. Oui, mais c'est un projet managérial, c'est-à-dire qui est assez inévitable économiquement parlant et qui, industriellement, journalistiquement, et je leur souhaite bon vent, sera fécond sans doute aussi pour eux. Parlons des chaînes d'info continue. Vous le rappeliez, France Info TV va fêter ses 5 ans, le 1er septembre prochain. Est-ce que finalement ça a été une bonne idée de lancer cette chaîne, compte tenu de l'audience qui est aujourd'hui entre 0,7 et 0,8? Est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait? Est-ce que le pari qui a été fait il y a 5 ans a été tenu? D'abord, en termes d'audience, il faut regarder où étaient nos concurrentes à l'heure de leur 5e anniversaire. Je vous laisse regarder, vous verrez que c'est assez étonnant parce qu'on est plutôt plus haut. Ça, c'est la première chose. En dépit d'un marché concurrentiel qui est évidemment différent de celle que... Oui, mais des habitudes peut-être aussi qui ont changé, quoi. Voilà. Exactement. Enfin, je veux dire qu'être à 0,7, 0,8 sur le canal 27 de la TNT au bout de 5 ans, c'est pas rien. Aujourd'hui, si je parle d'audience de France Info, du canal 27, la matinale de France Info est de très très loin devant sa principale concurrente qui est LCI. Hein. Aujourd'hui, la matinale fait régulièrement 2 fois le score de la matinale de LCI. Donc c'est une matinale qui se porte bien, portée par Samuel Etienne et Joanna Giglia. Et puis on a commencé tout un travail de grille qui est destiné à, sous l'impulsion de la directrice Sophie Guillain, que j'ai donnée en septembre dernier, de rendre la chaîne plus facilement compréhensible. Je vais dire ça comme ça, plus dans les codes d'une chaîne d'information telle qu'on a l'habitude de la regarder. Ça, j'allais dire, c'est la normalisation de cette chaîne, mais, comme je le disais tout à l'heure, pour montrer que nous avons beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de capacités à finalement faire la chaîne de toutes les informations, la grande chaîne de l'information que nos concurrents ont peut-être un peu plus de mal à faire pour des raisons notamment économiques. Mais ça reste une bonne idée pour une raison simple. Et là, je cite aussi ma présidente qui l'a dit l'autre jour. Au fond, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me diriez à moi, directeur de l'info de France Télé, si on n'avait pas créé France Info? Vous me diriez, mais attendez, il y a 3 chaînes info qui se battent, qui ont leurs contraintes, qui ont leur ligne éditoriale. Pourquoi le service public n'a pas de chaîne info? Je suis sûr que vous me poseriez la question. Alors, je veux pas vous... Mais il faut se poser cette question. Que serait le paysage des chaînes info s'il n'y avait pas France Info? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Vous avez parlé de LCI, pas de BFM, CNews. Je parle de LCI parce que je parlais de la matinale et du fait que c'est aujourd'hui la chaîne dont nous sommes, en termes d'audience, les plus proches. Après, voilà, il y a aujourd'hui trois modèles éditoriaux, trois lignes éditoriales qui sont assez différentes, parfois se ressemblent, mais qui sont quand même très très différentes de ce que nous faisons. Encore une fois, nous avons... C'est quoi votre opinion de CNews? Parce qu'il y a un discours qui se développe à BFM en disant de toute façon, CNews c'est tout à fait autre chose, ils ne font pas la même chose que nous, ils font des débats de l'opinion. Alors, on le voit, et je pense que c'est totalement assumé de la part de CNews. On le voit lorsque CNews... D'abord, il y a un réflexe BFM qui continue sur l'info très très chaude, inattendue. Voilà, les moments de sidération continuent à profiter, entre guillemets, à BFM. Donc il y a un réflexe BFM TV à la télévision sur l'info continue qui reste et sur lequel il n'y a aucune discussion aujourd'hui parce que cette chaîne a mûri, a grandi, est staffée aujourd'hui pour servir le public lorsqu'un moment de sidération se produit. Mais CNews, effectivement, est sorti de cette logique.
Et elle est sortie de son plein gré. Voilà, regardez les audiences du week-end. Et en de termes CNews. d'audience, Oui. Oui, mais regardez les audiences. Bon. Les audiences de CNews le week-end sont à peu près la moitié de celles de BFM TV. Bon, pour une raison toute simple. Non pas que les journalistes du week-end de CNews ne sont pas bons, non pas qu'ils ferment le rideau. C'est juste que Pro et Zemmour ne sont pas là, et qu'aujourd'hui c'est une chaîne qui repose sur un modèle éditorial, c'est une chaîne de destination, où on va regarder un programme, là où BFM TV est une chaîne d'information, où on va chercher l'information. Les succès de Éric Zemmour et Pascal Pro, ça dit quelque chose dans la société? Ça dit quelque chose, oui, sans doute, une certaine radicalisation du débat, plus que de la société. Encore une fois, j'ai un peu l'impression, et ça, je parle ni de Pro ni de Zemmour, voilà, que je ne connais pas beaucoup plus que comme téléspectateur, ça dit quelque chose de ce que je disais tout à l'heure, de ce qu'on a l'impression qu'est devenu le débat aujourd'hui dans ce pays. Et moi, je ne suis pas du tout résigné à l'idée qu'aujourd'hui, le débat, c'est forcément des opinions tranchées, violentes, irréconciliables. Donc, la chaîne prospère et fait son miel de cette idée-là, un peu en se disant, je pense, et moi j'y ai participé sur les 15 dernières années, en se disant que les réseaux sociaux ont tout changé dans le rapport et dans le débat. Évidemment, vous êtes sur Twitter, vous avez l'impression que les gens se détestent, les gens ne peuvent plus se parler, et qu'il n'y a que violence pour débat. Au fond, donc soit on se dit que la société c'est ça, encore une fois, j'ai fait beaucoup pour mixer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les antennes, mais sans vouloir forcément importer cette violence symbolique sur les plateaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps, collectivement, entre journalistes, de se dire qu'il n'y a pas que ça. Ça dit quelque chose, je pense, de ce que les médias projettent sur l'état de la société, plus que sur l'état réel de la société. La société souffre, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, à l'époque d'ailleurs, beaucoup de confrères me l'ont reproché, je l'ai dit, je l'ai même écrit, les Gilets jaunes avaient beaucoup de choses à reprocher aux journalistes, tout autant qu'aux politiques. Quand je disais ça, il ne s'agissait pas de banaliser ou de légitimer quelque violence que ce soit à l'encontre des journalistes, évidemment. Mais ils ont des choses, les Français qui se sentent un peu perdus parfois, un peu abandonnés, nous ont dit des choses à ce moment-là. Mais je pense que c'est à nous, encore une fois, plateforme de la démocratie, et le rôle de France 3 en l'occurrence, des antennes régionales de France 3 est crucial dans cet aspect-là. Il est d'accueillir toutes les opinions, d'accueillir tout le monde pour justement faire en sorte que le débat apaisé, normal, entre personnes qui se voient, pas uniquement qui s'insultent sur les réseaux sociaux, retrouve quelque chose qui est de l'ordre de l'empathie, de l'humain, de l'honnêteté que j'évoquais tout à l'heure, sans encore une fois être totalement éthéré. C'est pas le sujet. On essaye sur France Info, on tente des choses à la télé. Le soir, on a une émission qui s'appelle Votre Instant Politique, où des citoyens débattent avec des politiques. Ce qui est intéressant, et ça c'est la crise de la Covid qui a apporté ça, on n'aurait jamais imaginé cette émission avant la crise, les gens sont chez eux, ils sont en Skype, ils sont dans leur canapé, dans leur boutique, sur leur lieu de travail, et ils échangent directement avec le politique. Ça donne de l'authenticité, ça restaure de l'authenticité, de l'écoute, du débat. Alors, parfois ça clash, mais parfois et souvent, les gens se parlent et s'écoutent, sans s'invectiver plus que ça. Et ça nous fait réfléchir. Et moi, ça me rassure quand même dans l'idée qu'on peut encore débattre dans ce pays, sur une chaîne info, sans que ça soit, encore une fois, l'impression que la guerre civile a gagné nos plateaux. On va laisser un petit peu de temps quand même pour les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, allez-y. Est-ce qu'il y a un micro pour vous? Non, il n'y a pas de micro. Je vais parler fort. Bonjour, Alain Sam-Fedorovski, ancien grand reporter. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans 23 des 27 régions de France 3 et dans 7 des 9 régions de France O.
et pigiste à France 2, donc je connais bien la maison, mais Mieux que moi. j'ai fait le reste à TF1. J'aimerais bien un éclairage sur la valse des chaînes et la valse des écrans noirs. Alors actuellement, déjà en 2019, suppression du Soir 3, remplacé par le Grand Soir de Loison sur France Info 2 points. Après, c'est France 24 qui prend le relais. En même temps, on a supprimé France 24 en Île-de-France, donc un nouvel écran noir. Ensuite, le mépris des gens de l'outre-mer, que je connais bien pour les raisons que j'ai dit, l'écran noir de France O, ça veut dire que 3 millions de nos compatriotes ultramarins, ils n'ont plus de télé à eux, ça veut dire que les danses tahitiennes, les courses de pirogue ou les doudous en Martinique ou en Guadeloupe, ça n'existe pas, c'est terminé, Madame Enotte n'en veut pas sur ses antennes. Je vous laisse et puis après je vais vous répondre. Non mais Vous n'êtes pas venu pour rien, alors. Quant aux pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle ne sait pas où c'est, enfin j'imagine. Non, bah, vous vous trompez, mais je vais vous répondre. Mais je sais, je les vois, les petits reportages sur France Info. Et justement, il n'y a pas que sur France Info. C'est Et aussi dans j'en les vois émissions aussi de sur France 2 et France France 2. 3. Comme vous le savez, François a été supprimé, écran noir, comme vous dites, c'est vrai. C'était pas beau à voir. Au profit d'un pacte de visibilité ultramarin qui a été conclu et qui est d'ailleurs surveillé de très très près par les élus ultramarins eux-mêmes, par les syndicats et puis par les forces vives des territoires d'outre-mer. On se voit tous les 3 ou 6 mois. Je suis arrivé dans la maison, mais j'ai déjà assisté à 2 suivis du pacte ultramarin où nous avons un engagement numéraire, hein, en valeur absolue, de rendre beaucoup plus visible qu'elle ne l'était la vie dans les territoires ultramarins, dans nos antennes nationales, sur la 2 et sur la 3. C'est cet accord que nous avons conclu au moment où nous avons éteint François. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous avez la météo. Non, il n'y a pas que la météo, il y a beaucoup de sujets sur la 2 et la 3, on monitore tout ça, et je vous assure que nous sommes surveillés de près, et tant mieux. L'impact et l'empreinte de la vie dans les Outre-mer est beaucoup plus important en nombre de téléspectateurs qu'il ne l'était au moment où François existait. C'est arithmétique. Vous allez peut-être penser que je réponds à votre passion par des chiffres, mais en l'occurrence, c'est la vérité. C'est la vérité absolue. Et après, on a un travail que j'accélère, hein, que mon prédécesseur Yannick Le Tranchant avait lancé, de faire en sorte que, un peu comme on le disait sur la 2 et la 3 tout à l'heure, les équipes se connaissent, se croisent, c'est que des présentatrices ou présentateurs, des JRI, des reporters des Outre-mer viennent prendre un poste dans l'Hexagone et inversement. Alors l'inverse est vrai, hein, davantage vrai mais donc on a une démarche aussi qui est volontariste, en l'occurrence, qui fait que une fois que l'écran noir François effectivement existe, on s'améliore, on progresse, et franchement, je vous assure, Delphine Ernotte a au cœur et dans la tête cette préoccupation au plus haut point. En fait, ma question, c'était pas tellement sur le problème ultramarin, c'était la valse des écrans noirs. Oui. France 4, supprimé, pas supprimé. France 4 est sauvé. Après 20h, après 20h, c'est de Culture Box. De temps en temps, Culture Box, c'est sur France Info quand c'est pas sur France 24. Non, comment les téléspectateurs s'y retrouvent Non, alors c'est vraiment du hop, je te prends. Il y a qu'à y avoir une chaîne qui s'appelle Culture Box. Il y a suffisamment de canaux disponibles. Et puis de là, fermer France 24 sur l'Île-de-France, là, c'est pourquoi encore un écran noir? Ça fait 3 écrans noirs. Alors, on va laisser Laurent Guillemé répondre. Bon, sur France 24, je ne vous réponds pas, c'est pas dans le giron de France Télévisions. Oui. Après, on peut faire comme si aussi. Sauf que France 24 est diffusé sur France Télévisions. Sur France Info la nuit. Entre minuit et 6h. Entre minuit et 6h, après le grand soir de Patricia Loison. De la même façon, hein, je dis au passage, effectivement, le soir 3 a cédé la place au grand soir. Après, il a paru logique, j'aurais fait la même chose, je le dis, quand on déploie une chaîne info, quand on a une chaîne information sur
dans notre palette que la grande session de fin de soirée se trouve sur cette chaîne info. Mais ça, c'est un choix j'allais dire, non pas d'extinction. Et effectivement, je sais à quel point ça a été, pour les raisons que je disais tout à l'heure, douloureux, quand on est sur FR3 et France 3 depuis longtemps, de se dire que quelque chose bouge. Mais il faut penser quand même à deux choses. Il faut penser aux téléspectateurs, et je sais qu'on pense tous aux téléspectateurs, il n'y a pas de souci. Il faut essayer de rendre le service le mieux possible, en l'occurrence. Et il se trouve, vous savez très bien que les contraintes de programmation de la 3 faisaient que le soir 3, d'année en année, ne bénéficiait plus d'une régularité qui permettait de fidéliser le public. Alors certes, il y a moins de monde aujourd'hui qui regarde Patrick Laloison, mais à cette heure-là, France Info est régulièrement la deuxième chaîne info, donc ça marche bien. Le journal est d'une grande qualité et surtout, on y voit dans la grande lignée de ce qu'a été Soir 3, des sujets notamment sur l'international qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et la deuxième chose, je parle là pour le coup aux contribuables aussi. Enfin, on peut se dire qu'il faut créer des chaînes, qu'il faut. Et à un moment, il y a une contrainte aussi budgétaire qui fait qu'on doit faire des choix qui sont peut-être compliqués, mais qui ne me semblent pas, et les audiences le montrent, et le taux de satisfaction aussi du public lorsqu'on l'interroge, ne semble pas altérer la confiance que le public nourrit dans le service public de la télé aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des transformations, des changements. Ça fait un peu Rubik's Cube, en fait. Pas tant que ça. Alors regardez, sur les 5 dernières années, il n'y a pas non plus tant de choses que ça qui ont été bousculées. Quelle grande chaîne aujourd'hui consacre une soirée entière de 21h à minuit et demi, une fois par semaine à l'information? Aucune. Ce sont nos soirées du jeudi, envoyé spécial complément d'enquête. Là, pour le coup, c'est quand même un engagement très très fort et on met des moyens. Un complément d'enquête marche très très bien, bat des records d'audience, envoyé spécial emmené par Élise Lucet fonctionne, et on va mettre encore plus de moyens l'année prochaine pour que l'émission aille encore mieux. Et puis c'est une fierté formidable de se dire que, encore une fois, ce combat de se dire que une fois par semaine, toute la soirée est dédiée à l'info, pour le coup, c'est pas chez nos concurrentes privées qu'on le verra, et il ne s'agit pas de les critiquer. Je suis très content que ça soit chez nous que ça se passe. Et ça, c'est un engagement très fort qu'on continue à défendre. Il y a d'autres questions. Madame, peut-être en premier, puis monsieur ensuite. Il y a quelque temps, je vois énormément un JT qui commence par des faits divers. C'est très anxiogène, ça fait peur à tout le monde, surtout à l'approche des élections. Et vous parliez de radicalisation des débats. Voilà, c'est vraiment l'exemple type où on rebondit sur la violence, où les policiers sont de plus en plus présents, les médecins également sur vos chaînes. Et à l'inverse, il n'y a que LCI qui, par exemple, parle de ces femmes qui habitent en République démocratique du Congo et qui subissent les violences sexuelles par des membres de l'Organisation mondiale de la santé. Rien, absolument rien, sur France Télévisions. Il y a des pays aussi qui ne passent pas sur France Télévisions. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est là où je me demande vraiment quelle est votre indépendance quand on a des présidents qui sont nommés par les politiques. Voilà, je parle. C'est pas le cas. Hein. Nos présidents ne sont pas nommés par des politiques. Nommés par le CSA. C'est le CSA en toute indépendance. Oui, mais le CSA étant nommé, effectivement, voilà. les membres du CSA par les politiques, mais ils sont nommés pour une durée assez longue et ils ne sont pas renouvelables, donc on peut considérer Je vais donner un exemple pour être un peu plus clair. Les enfants mineurs en Palestine qui sont jugés, qui ne sont pas justement jugés et qui vont dans un tribunal militaire en Israël, on n'en parle pas. Certains pays. Alors attendez, il y a plusieurs choses dans votre question. Non, mais attendez, il y a plusieurs choses dans votre question et on va les prendre les unes parce que c'est intéressant. Cette appétence des chaînes d'info continue, on a encore vu ce week-end pour le fait divers avec cette traque là autour du Périgord, c'est quelque chose que vous assumez à 100%. Alors là, je vous dis simplement, regardez les 4 chaînes info. Alors, ce n'est pas votre métier, j'imagine que vous ne pouvez pas regarder les 4 chaînes info. Enfin, il y a quand même une différence radicale, notamment sur le traitement des faits divers, entre France Info et ses 3 concurrents. C'est juste. Alors, peut-être pas ce week-end d'ailleurs, mais non, mais c'est différent. Je pense que la nature du fait divers de ce week-end est très différente de cette vague que vous évoquiez, madame, depuis quelques mois, et qui, si on parle des chaînes info, alors là, j'ai des
capture d'écran, hein, comme on dit, je peux vous le dire, le traitement de ces informations sur France Info est radicalement, c'est le cas de le dire, différent des 3 autres. Après, il y a les 20 heures, les 13 heures, les grandes émissions. Alors effectivement, oui, il nous est arrivé d'ouvrir, mais parce que un fait divers peut provoquer une émotion nationale qui nous semble justifier qu'on commence un journal de cette façon-là. Mais alors après, c'est un choix qu'on fait en toute indépendance, contrairement à ce que vous peut-être pressentez, mais enfin, je ne vois pas au nom de quelle pression d'ailleurs on serait amené à commencer un journal par un fait divers, je ne sais pour quelle raison. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Donc, soit vous soyez encore plus clair et je vous répondrai, mais là je ne vois pas pourquoi. Alors, le deuxième aspect de votre question qui était intéressant, parce que ça c'est une question qui est extrêmement récurrente hein, quand on est interrogé, qu'on fait de l'information, dès qu'il s'agit du conflit israélo-palestinien. Écoutez, nous sommes également, enfin, on est critiqué de la même façon par les deux parties. Donc, pour moi, c'est comme en politique, je considère qu'on fait bien le boulot, parce que assez peu de monde est satisfait de ce que nous faisons. Ce que vous dites, madame, sur les enfants palestiniens. Ce qui veut dire qu'actuellement, vous avez des journalistes qui peuvent faire un reportage sur une journée type et non pas sur une journée où ça bombarde à fond, sur une journée type, sur après les représailles de chacun des pays, qu'est-ce qu'il se passe? Regardez nos reportages, regardez le travail de Dominique Derda à Jérusalem. J'en profite jeudi, écoutez aussi les reportages de Radio France. J'ai entendu ce week-end le correspondant de Radio France qui est critiqué de la même façon, Frédéric Mettezo, que vous le faites, et il répète la même chose. C'est-à-dire qu'on est évidemment sans mauvaise métaphore, sous le feu nourri des critiques de part et d'autre, parce que ces sujets sont depuis 70 ans totalement épidermiques, et je le comprends. Mais franchement, je vous le dis, nous agissons avec la plus grande honnêteté possible, nous agissons vraiment de façon la plus objective possible. Bon, vous dites qu'on ne parle pas beaucoup de certains pays, qu'on ne parle pas assez de l'actualité internationale. Oui, il faut qu'on parle davantage de l'actualité internationale dans nos JT. On y travaille, on travaille là-dessus. On a commencé, j'allais dire c'est plus facile sur la chaîne France Info, il y a beaucoup d'actualité internationale. Il y a plus de place. Oui, vous êtes tombé sur, vous dites que LCI consacre tel sujet, et pas France Télé. Bon, je veux bien, mais là je peux vous citer 15 exemples où France Télé et France Info étaient la seule à traiter d'une actualité à l'étranger, et ça se voit tous les jours. Objectivement, si vous prenez l'actualité internationale, l'actualité en région, l'actualité ultramarine, si vous prenez ces trois-là, ces trois dominantes-là, elles font une grande partie du contrat éditorial de France Info avec ses téléspectateurs, ce qui n'est pas le cas de ces 3 concurrentes. Donc, alors, je suis d'accord, il faut que l'actualité internationale, parce que moi c'est un tropisme important chez moi, après l'opinion du directeur on s'en fout, hein, c'est pas le sujet, mais les téléspectateurs aujourd'hui sont beaucoup plus en demande qu'ils ne l'étaient sans doute il y a 15 ou 20 ans de cette actualité internationale, pour une raison simple. Enfin, moi elle me semble simple, c'est qu'on est aujourd'hui à un clic sur Facebook, sur Internet, une actualité internationale que précédemment, avant Internet, il n'était pas forcément évident de voir à connaître. Donc c'est là-dessus mais on travaille hein, sur l'international, mais je vous en prie, croyez-nous, il n'y a pas de pression, quelle qu'elle soit. Nos présidents sont nommés en toute indépendance et ils sont critiqués par la gauche, la droite, le milieu, tout le monde. En général, quand on est critiqué, c'est qu'on fait plutôt un boulot, je pense, qui est le plus honnête possible. Mais voilà, les présidents ne sont pas nommés par les politiques, ni directement, ni même indirectement. Les sages du CSA, vous le savez, sont sages. On a le temps pour une dernière question. Oui. L'heure tourne, malheureusement. Allez-y, monsieur. C'est très court. Bonjour, je m'appelle Robert Chaïd, je suis correspondant de la télé Email TV, entre guillemets, l'Iran Farda. Et ma question était sur les autres chaînes d'infos. Tout à l'heure, vous avez parlé de 5 tranches de 13h, 20h. Bon, il y a un peu France 24 que je pense est oublié, mais encore plus étonnant pour moi, c'est l'info sur Arte. Souvent, je le regarde à la fin de la soirée sur Internet, et j'ai l'impression que quand je regarde cette tranche d'infos, j'ai tout vu
vu et tout compris, ce qui ne me donne pas l'impression sur les autres chaînes. Est-ce que j'ai tort? Ah, l'info sur Arte est très bonne. Alors là, je dis bravo aux équipes d'Arte pour l'info qu'elles produisent. Il n'y a pas de souci. Et moi, je pense que si le service public peut offrir un arc d'information qui va de France Info à Arte en passant par nos éditions de la 2, de la 3, de France 24, tout le monde, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Enfin, D'après vous, qu'est-ce qui différencie entre une tranche d'infos sur Arte ou la vôtre, par exemple, à 20h? Le projet éditorial d'Arte, je ne veux pas parler à la place des dirigeants d'Arte, mais c'est un projet franco-allemand et qui repose en grande partie sur le traitement de la vision franco-allemande ou française et allemande de l'international. C'est beaucoup d'actualité internationale. C'est de l'actualité internationale, c'est en grande partie de l'actualité internationale, ce qui n'est en soi évidemment pas condamnable et au contraire qui est formidable, mais qui est une proposition éditoriale radicalement différente de celle de nos journaux télévisés domestiques français qui ont pour mission de parler, et c'est très important de le dire à France Télé et depuis France Télé, de parler de la réalité des territoires, des régions, des territoires ultramarins, même si on n'en parle pas assez, mais enfin, les reportages dans les territoires ultramarins, vous allez les voir prioritairement et de façon écrasante sur France Télévisions, sur la 2 et sur la 3. Les sujets en région, vous allez les voir sur France 3 et aussi sur France 2, beaucoup plus que sur Arte. Donc c'est ça qui différencie Mais moi, je ne fais pas de hiérarchie. Je ne dis pas parce que c'est de l'international, c'est mieux que l'actualité en région. Je ne le dirai jamais. Jamais. Allez, pour terminer, Laurent Guillet, je ne peux pas vous poser la question. Ce jour où on célèbre le centenaire de la radio, un grand moment de radio pour vous, c'est quoi dans votre souvenir? Un grand moment de radio. Une grande voix, voilà, je ne sais pas. Ma grande voix, j'allais dire d'enfance, c'est Pierre Bellemare. Alors pas sur l'information, hein, c'était les émissions de Pierre Bellemare, non pas les jeux, mais les émissions où il mobilisait. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable, vous mobilisez les gens. Moi, c'est ce qui a fondé chez moi, je pense, cette passion de la radio qui montrait que ce média pouvait emporter beaucoup de générosité, en fait. Beaucoup de générosité spontanée, sans doute plus que d'autres. Et ça continue, peut-être pas assez. Voilà, ce mouvement de générosité gratuite, c'est la voix de Bellemare qui m'a apporté. Après, il y a eu plein de moments d'infos. J'ai tweeté ce matin mon premier direct que je vais garder la cassette que j'ai fait sur une grande radio. J'étais stagiaire à RTL dans le 13h de Jean-Jacques Bourdin. Et je faisais le lancement. Mon premier direct à la radio, c'est assez marrant. C'était le lancement de l'ancêtre du téléphone mobile en 91, il y a 30 ans, qui s'appelait le Bebop. Et donc j'ai fait le premier direct avec un Bebop sur une radio dans les titres du 13h de Jean-Jacques Bourdin. Et voilà, donc, chacun nos madeleines fut-elle technologique. C'est sur cette madeleine qu'on va se quitter. Merci à vous. Merci pardon de ne pas avoir pu prendre toutes les questions. Et puis à très bientôt pour un nouveau Face au Presse Club.